Bonjour à tous, vous êtes sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir à nouveau Marine Manard. Vous l'avez déjà entendu dans le podcast en tant que professionnelle, Marine est neuropsychologue et elle accompagne au quotidien des femmes et des familles. Elle est à l'origine du projet Parentalité sans tabou, un service de vulgarisation scientifique que je trouve vraiment génial et utile. Avec Parentalité sans tabou, Marine rend accessibles les recherches scientifiques autour de la parentalité et des sciences humaines. Elle partage des articles, un podcast, des interviews, des brochures pour informer les parents, les éducateurs, les professionnels de santé et plus largement toutes les personnes qui s'intéressent à la parentalité. Son objectif est de briser les mythes, d'ouvrir des discussions sans tabou mais toujours avec bienveillance et de donner une voix aux parents à travers des témoignages authentiques. Mais si Marine est ici aujourd'hui, c'est pour une raison particulière. Derrière la professionnelle et la créatrice de contenu engagé, il y a aussi une femme, une maman, qui vit chaque mois avec un trouble encore méconnu. Le syndrome dysphorique prémenstruel. Un trouble qui bouleverse son équilibre émotionnel, sa vie de famille et son quotidien, mais qu'elle a choisi de partager pour lever le voile et briser le silence autour de cette réalité. Dans cet épisode, Marine nous confie ses tempêtes intérieures, la culpabilité, les montagnes russes émotionnelles, mais aussi les ressources qu'elle met en place pour avancer. Un témoignage sincère et fort qui rappelle combien la parole des femmes est essentielle pour mieux comprendre ces troubles invisibles. Vous êtes sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Excellente écoute. Salut Stéphanie, merci de m'accueillir encore une fois dans ton super podcast qui est vraiment très précieux. Écoute, merci à toi déjà pour le petit mot sur le podcast et puis merci à toi de témoigner aujourd'hui. Alors quand as-tu entendu parler du syndrome dysphorique prémenstruel pour la première fois? Il y a quand même quelques temps que je suis psychologue, donc c'est un trouble qui est relativement connu, qui dispose de certains critères diagnostiques. Et donc j'accompagne évidemment des femmes qui rencontrent des syndromes prémenstruels ou des troubles dysphoriques prémenstruels depuis quelques années maintenant. C'est vraiment un trouble qui va se démocratiser en quelque sorte, qui va prendre en visibilité, on en parle de plus en plus et donc ça permet aussi de mettre des mots sur ce que certaines femmes vivent chaque mois et qui peut vraiment être très compliqué à vivre. Et justement, qu'est-ce que tu as ressenti en mettant enfin un mot sur ce que tu traversais chaque mois? C'est un peu compliqué parce que moi en fait j'ai jamais eu, j'ai eu une puberté, j'ai pris la pilule assez tôt dans ma puberté, ce qui fait que j'ai pas eu vraiment un cycle très fluctuant en fait. Ça a beaucoup lissé mon cycle et donc j'ai pas tellement eu de difficultés à l'adolescence par rapport à ça. Quand j'ai arrêté la pilule pour essayer de devenir maman, j'ai eu pas mal de désagréments, acné, prise de poids, etc. Mais j'ai pas ressenti nécessairement beaucoup de variations émotionnelles. C'est vraiment par la suite, en fait. Donc après l'accouchement, je suis passée plutôt sur du stérilet en cuivre. Et là, progressivement, de mois en mois, d'année en année, ça s'est installé. Et j'ai vraiment rencontré de plus en plus de difficultés chaque mois à gérer mes émotions. Et c'est devenu très très compliqué. Et alors les cordonniers étant les plus mal chaussés, j'ai pas tout de suite mis un mot sur ce que moi je vivais. Alors autant j'accompagnais des personnes qui vivaient ça, mais j'étais dans une espèce de tunnel en fait, où je me disais non, c'est juste un syndrome prémenstruel, voilà, c'est rien, ça va passer. Et j'ai un peu minimisé en fait les choses. Jusqu'au jour où je me suis dit non, là c'est pas possible, je coche absolument toutes les cases du trouble dysphorique prémenstruel, donc c'est plus possible en fait. Donc j'en ai parlé à plusieurs professionnels, j'ai essayé de mettre en place certaines adaptations qui ont un peu aidé mais qui n'ont pas suffi, et j'ai la chance, vu que je travaille dans un milieu médical, d'avoir accès à des amis très proches et des professionnels de très grande qualité qui ont pu m'aider à mettre en place certaines solutions qui vraiment m'aident chaque mois.
Il y a plein de solutions, hein, que ce soit des techniques comportementales, que ça j'avais déjà mis en place par moi-même, thérapeutiques. Il y a des techniques médicamenteuses avec différentes alternatives quand c'est vraiment trop présent. Donc, et des techniques plutôt de type hygiène de vie, traitement hormonal, etc. Donc je veux dire ça, il faut trouver vraiment le professionnel compétent pour pouvoir accompagner dans ce diagnostic. Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu ressens émotionnellement dans les jours qui précèdent des règles? C'est très très confus. Euh, donc généralement ça démarre, je dirais, presque une dizaine de jours avant les règles. En général c'est une bonne semaine avant les règles. Je me sens un peu irritable, un peu agitée, beaucoup plus vite. J'ai un sentiment de rejet beaucoup plus important. Je me sens mise à l'écart pour un oui ou pour un non, alors qu'on ne me met pas plus à l'écart que enfin, je veux dire, ni plus ni moins, et je ne suis pas mise à l'écart. Mais je veux dire, je vais ressentir vraiment l'impression d'être mise à l'écart. Je me sens, oui, très triste, très en colère, beaucoup moins patiente, tout m'agace. C'est très très compliqué à gérer pour moi, mais aussi pour les gens qui m'entourent, clairement. Un truc qui m'aide pas mal, c'est une application qui me permet de suivre mon cycle. Et alors c'est assez amusant parce que en général, donc j'ai la phase où je commence à sentir que je deviens un peu plus irritable, un peu moins patiente. Et le lendemain, souvent, je reçois la petite notif de l'application qui me dit comment vous sentez-vous aujourd'hui. Et en fait, c'est tout pile quand le syndrome prémenstruel démarre. Ils le font exprès et c'est pas mal pensé, je trouve. Mais du coup, c'est ça aussi qui m'a permis de voir, en voyant la notif et en chaque fois en me posant la question, de me dire ouais, là ça va pas, en fait, ça va pas du tout. Et ça allait de moins en moins, de mois en mois, ça allait de moins en moins. Est-ce qu'il y a une émotion qui domine, plus forte qu'une autre, colère, tristesse, anxiété? Comment tu la vis? C'est vraiment très très variable et c'est ça qui est, je trouve, très dur à vivre parce que c'est des ascenseurs émotionnels constants, en fait. Je passe de la joie à la détresse profonde, de l'euphorie à la tristesse, à la colère. J'ai des colères très très fortes, vraiment des sentiments de rage. Je disais ça à mon collègue l'autre jour, je dis j'ai envie de brûler ma maison. Enfin, et ça ne me ressemble pas. Et je raisonne, évidemment, c'est une façon de parler. Mais je veux dire, j'enverrais tout valdinguer, y compris les choses les plus importantes de ma vie. Donc c'est vraiment très très puissant, c'est violent comme sentiment. Mais il n'y a pas une émotion qui prédomine tout au long. C'est vraiment des émotions qui vont s'enchaîner, se succéder et qui vont prédominer sur un moment. Comment ce syndrome, influence, ta vie de tous les jours, dans le travail, dans les relations, dans tes projets? Et je dirais qu'il se manifeste principalement à la maison, dans ma vie personnelle. Au travail, j'arrive à cloisonner suffisamment, je pense. Alors, il faudra peut-être questionner mes patients, du coup, mais je pense garder une attitude qui est très détachée de mes émotions, en tout cas en termes professionnels. Mais clairement, je suis moins efficace dans les projets plus perso et créatifs que je mène en parallèle de mon activité de psychologue. Je pense que je place vraiment toute mon énergie pour essayer de rester aussi bonne professionnelle que je peux, et du coup mes ressources dans le reste vont clairement diminuer. Et ce qui prend le plus, c'est les interactions sociales et notamment personnelles, parce que du coup, forcément, on est plus soi-même avec les personnes de notre entourage et proches qu'avec la voisine ou le boulanger. Est-ce que tu as l'impression que certaines parties de ta vie doivent se mettre entre guillemets, «en pause», à cause de ça? Ah oui, 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 clairement. Dans un monde idéal, je m'enfermerais à double tour pendant 10 jours, je parlerais à personne, mais c'est pas possible. Je suis maman d'un jeune enfant, je suis une compagne, je suis une professionnelle, je suis plein de choses, comme beaucoup de femmes. Et donc, clairement, je peux pas me permettre de faire ça. Et je pense pas que ce serait une solution non plus, en fait. C'est une envie, mais ce serait pas une solution. Donc j'essaye de ralentir sur certaines choses, mais c'est pas évident. C'est clairement pas évident de lâcher prise dans ces situations-là, parce qu'on a encore plus difficile de lâcher prise. Mais clairement, je suis beaucoup moins patiente et bienveillante que ce que je ne le souhaiterais dans ces moments-là. Et ça, comment tes proches, ils le perçoivent? Tous ces changements, cycliques?
Je pense que les adultes autour de moi le perçoivent. Maintenant, ça a été posé. En fait, le diagnostic a été annoncé à la maison et dans l'entourage proche. Donc, ils savent. Et je signale que c'est la période compliquée. Je l'explique beaucoup aussi à mon enfant. Je pense que c'est important qu'il comprenne, qu'il sache ce qui se passe, que c'est pas à cause de lui, que les disputes qui vont éclater à la maison à cette période-là, c'est pas de son fait. Voilà. Ça lui permet lui d'être plus patient aussi, d'adapter un peu sa façon d'être et de comprendre mon vécu. Et moi, ça me permet aussi d'avoir un feedback de sa part parce que le dialogue est ouvert à la maison et quand moi je déborde, on a le droit de me le dire aussi. Et donc, c'est clairement une phase de vigilance en fait. J'ouvre la case vigilance, l'alerte orange à la maison quand la période démarre. Est-ce que tu as pu trouver du soutien ou au contraire une certaine incompréhension? Alors, je dirais que globalement, il y a quand même du soutien. Clairement, on essaye de me faciliter la vie, d'être plus doux avec moi, d'être plus attentif. Après, pour être tout à fait honnête, je pense qu'on peut faire ce qu'on veut. Ils peuvent se plier en quatre, ça restera compliqué. Et je me sentirai quand même pas soutenue, alors que je le suis. Parce qu'en fait, c'est des périodes où je me sens, je vais parler pour moi, après peut-être que ça fera écho chez certaines personnes, mais où je me sens extrêmement seule, même quand je suis très bien entourée, où j'ai envie j'ai une colère sourde en fait, et donc quand on est en colère, on va interpréter le comportement des autres, même quand il se veut aidant, comme étant hostile. Et donc, en fait, je suis extrêmement bien entourée et très comprise, voilà, mais à un moment donné, et clairement, les gens autour ont leurs limites aussi. Moi, je fais de mon mieux pour essayer de ne pas faire rejaillir mes émotions négatives sur eux. Mais malgré ça, je veux dire, même quand on est tous de très bonne volonté, de très bonne composition, il reste un sentiment d'incompréhension qui est totalement faussé, mais qui reste présent. Est-ce que tu as trouvé des moyens concrets qui apaisent un peu l'intensité du syndrome dysphorique prémenstruel? Ce qui m'aide à traverser ces périodes, clairement, c'est la mise en place de techniques thérapeutiques que j'ai l'habitude du coup de mettre en place avec mes patients et que je mets en place moi-même à la maison pour moi. En termes de traitement, j'ai la chance, alors je ne vais rien conseiller parce que je pense qu'il faut effectivement un suivi personnalisé et adapté, mais il y a des traitements possibles, qu'ils soient médicamenteux ou un peu plus légers. Je pense que c'est bien de commencer léger et puis d'augmenter le cran si c'est pas suffisant. Moi ici j'ai un médicament qui est assez léger, qui est considéré comme médicament mais qui n'est pas un inhibiteur de recapture de sérotonine, mais qui a une influence très très positive sur mon état et qui m'aide vraiment beaucoup, que je peux prendre uniquement dans ces périodes-là et ça m'aide vraiment incroyablement bien. Reconnaissance éternelle d'ailleurs aux médecins et amis qui me l'a conseillé. En termes de routine, en fait justement j'essaie de lâcher prise sur les routines. Déjà je suis pas quelqu'un de très routinier de base, j'aime bien d'être libre, mais en fait j'ai tendance à m'enfermer dans des routines et à paniquer quand je tiens pas la routine et je n'arrive pas du tout à lâcher prise et du coup je panique, je stresse tout le monde, je pète les plombs et donc justement mon exercice ça va être de ne pas m'infliger de routine dans ces situations-là, de garder un rythme quand même avec des objectifs et des checkpoints pendant la journée, comme j'appelle ça, donc le brossage des dents, la mise au lit, le repas, etc. Mais je vais justement essayer d'être plus laxiste, entre guillemets, avec moi-même sur l'horaire, le stress d'être à l'heure pour certaines choses, etc. Donc ça va être l'inverse de la routine quelque part. Et en termes d'activités, je vais essayer de privilégier des activités qui sont pas contraignantes, pas compliquées, et qui vont pas me mettre en échec. Voilà, ça va être l'objectif, mais c'est pas toujours possible à faire, évidemment. Alors, as-tu trouvé des moyens concrets qui apaisent un peu l'intensité du trouble dysphorique prémenstruel ? Comme je le disais, donc mon petit médicament là qui m'aide pas mal, qui est un médicament à base de plantes, donc c'est plutôt soft, je pense que c'est même en vente libre,
Mais bon, c'est toujours de toute façon à prendre sur avis médical, je pense, parce que même les médocs en vente libre, ils peuvent avoir des interactions avec un autre traitement, etc. Donc je pense que c'est vraiment le traitement, en termes de traitement médicamenteux, il faut vraiment avoir un avis médical adapté et par rapport à la situation personnelle de chacun. Donc ça, clairement, c'est ce qui, là, clairement, me sauve la vie pour le moment. Ça va être d'identifier la période, comme je le disais tout à l'heure, ça va être de vraiment me dire, ok, là, ça va être la semaine qui va être technique, donc on va prévenir tout le monde, on va mettre en place un truc. Et alors, ce que j'aime bien faire, c'est un exercice de thérapie que je propose régulièrement, c'est un gribouille tes émotions. C'est un exercice où on va gribouiller sur une feuille avec un feutre noir, un dessin, voilà, on va faire des lignes dans tous les sens. Déjà, ça défoule. Et puis alors après, on va choisir un code couleur qui va représenter nos émotions au cours de la journée ou de la semaine. Et on va colorier les petites cases en fonction de si l'émotion était grande, pas grande, si elle avait beaucoup d'importance ou pas. Et on va essayer de verbaliser le truc parce que souvent, en fait, on se rend compte qu'on s'énerve ou qu'on est triste pour un sujet, mais que le fond du problème n'est pas tellement ce sujet-là. Et donc, ça aide pas mal à avancer parce que mettre des mots sur le fond du problème va aider justement à le libérer ou à trouver des solutions aux vrais problèmes, du coup, et pas juste aux problèmes de surface. Donc ça, c'est vraiment les petites techniques concrètes que j'aime bien mettre en place et qui vont m'aider. Et quand la phase se termine, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est une sorte de soulagement, de grosse fatigue parce que, du coup, tu es passé par plein d'émotions? Est-ce que tu culpabilises? Alors la culpabilité, je la ressens immédiatement, tout au long de la semaine. En général, je me couche coupable toute la semaine, ce qui est assez inconfortable. Et malgré le fait que je donne le meilleur de moi-même pour pas en arriver à me sentir coupable, il y a toujours bien un truc qui part en vrille dans la journée, donc pour lequel je me sens coupable. Donc la culpabilité, je la gère au fur et à mesure de la semaine du trouble. Par contre, je me sens très euphorique en fait après. Très soulagée, comme si un poids me libérait totalement de ça. Donc c'est très très... Le retour à la normale est extrêmement confortable, en fait. Comment tu retrouves ton équilibre émotionnel après ça? En fait, je me retrouve moi-même, un peu la version démoniaque de moi se remet dans sa petite boîte et ressortira le mois suivant. Donc je le sais, j'apprends à vivre avec et je vais progressivement apprendre à maîtriser ce côté démoniaque, on va dire, et à le chouchouter aussi, à l'écouter, à essayer d'entendre ce qu'il a à me dire et à essayer de trouver un juste compromis entre ses besoins et les besoins de la vraie Marine. Quel message aimerais-tu adresser à celles qui se reconnaissent dans ce que tu vis? Déjà, ça va être de trouver un professionnel compétent qui peut les écouter et qui peut les aider dans le diagnostic. Ensuite, diagnostic ou pas, quand on a ce genre de difficultés, je pense que c'est utile d'avoir un psychologue et éventuellement un psychiatre pour avoir une médication adaptée si nécessaire. Et le psychologue pour avoir déjà une porte de discussion pour pouvoir poser tout ce qu'on vit sans retenue, sans culpabilité, sans gêne, et pour pouvoir avoir des astuces, des exercices concrets pour essayer d'améliorer le quotidien. Est-ce qu'il y a une phrase pour résumer ton combat justement avec ce syndrome? Donc est-ce qu'il y a une phrase, quelle serait-elle pour résumer ce combat? Ce serait d'anticiper au mieux et surtout de composer avec l'imprévu.